Économie Le Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, les économies d'Afrique de l'Ouest ébranlées par la pandémie d'Ebola. Plus de 1000 victimes, plusieurs secteurs d'activité d'ores et déjà affectés et des prévisions de croissance revues à la baisse par le FMI notamment. Nous interrogeons dans un instant Thierry Barbeau, spécialiste de l'Afrique, sur l'impact économique du virus. Et puis c'est la mémoire de plusieurs dizaines de leurs collègues tués il y a 2 ans qu'ont voulu honorer ce week-end des milliers de travailleurs des mines de platine en Afrique du Sud. Un secteur terni par les grèves et la violence de la répression. Où en est-on aujourd'hui côté revendications salariales? Le point dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant tout cela, un tour d'horizon de l'actu économique à travers le monde. Et Israël d'abord, Israël qui va cesser à compter du 1er septembre ses exportations de volailles et de produits laitiers en direction de l'Union européenne. Mais pas n'importe lesquelles, celles qui sont originaires des implantations juives dans les territoires. On le sait, Bruxelles exige d'Israël l'identification claire de l'origine de ces produits et ne reconnaît plus l'autorité des services vétérinaires israéliens pour approuver ces exportations. Alors quel impact ce boycott aura-t-il sur ce secteur? Pas d'impact négatif, affirment des responsables israéliens. Les produits non exportés vers l'Europe seront redirigés vers le marché local. Des responsables qui rappellent que l'Europe n'impose aucune mesure similaire à d'autres territoires disputés comme Chypre, le Kosovo ou le Sahara occidental. Et à propos de l'Europe, Moody's, la célèbre agence de notation, abaisse pour la seconde fois en 2 semaines sa prévision de croissance pour la France, 0,5% pour 2014. Moody's qui s'aligne ainsi sur les anticipations du gouvernement et qui explique cette révision notamment par la faiblesse de la demande dans l'Hexagone, plus 0,2% seulement au 2e trimestre. Pour l'an prochain, l'agence américaine prévoit 0,9% de croissance contre 1,3% lors de sa précédente estimation. Les Écossais choisiront dans 1 mois et par référendum leur indépendance ou bien le maintien de leur territoire au sein du Royaume-Uni. Rien n'est joué. D'après 2 sondages publiés dimanche, la population se partage en 2 camps quasi égaux. Et ce sont surtout les questions d'ordre économique qui pourraient avoir un poids décisif sur l'issue du scrutin. Quid de la dette, de la monnaie et surtout de la manne pétrolière en mer du Nord, principale ressource de l'Écosse. Il en resterait l'équivalent de 11 à 24 milliards de barils pour une valeur estimée aujourd'hui à environ 1900 milliards d'euros. Écoutez l'avis de cet économiste. Au moins à court terme, on peut imaginer que les revenus pétroliers de la mer du Nord équilibreront la balance. Mais nous devrions vraiment adopter une vision à long terme et envisager quels seront les ressorts de la prospérité économique de l'Écosse pour les 50 ou 100 prochaines années. Il faut oublier la formule de répartition de Barnett, oublier le pétrole de la mer du Nord et il faut penser à la formation, à l'éducation et encourager les entreprises à s'y investir. En bref, à Londres, les craintes d'une explosion de la bulle immobilière se matérialisent un peu plus. Lourde chute, moins 5,9% sur le seul mois d'août pour le prix moyen d'un logement, 922 000 $. Et c'est la plus forte baisse depuis décembre 2007. Au niveau national, cette contraction est de 2,9% et c'est un record pour un mois d'août, marqué en général par une baisse de la demande. On rappelle qu'en 2013, les prix de l'immobilier londonien avaient connu une flambée inédite, plus 26%. Et on part en Asie, une autre chute, celle des investissements étrangers en Chine. D'après le gouvernement, ils sont tombés en juillet à leur plus bas niveau en 2 ans, moins 17% sur 1 an à 7,8 milliards de $. Pékin au passage qui dément l'idée qu'il puisse s'agir d'un effet ricochet suite à ces multiples enquêtes contre des groupes étrangers et notamment dans le secteur de l'automobile. Quoi qu'il en soit, sur les 7 premiers mois de l'année, l'investissement étranger en Chine est en recul de 0,35% en rythme annuel. Et puis un mot de l'Irak où les forces kurdes ont annoncé hier avoir repris le barrage de Mossoul dans le nord du pays des mains de l'État islamique et avec l'appui de l'aviation américaine. C'est le plus grand barrage d'Irak. Il alimente la majeure partie de la région en eau et en électricité. Sachez aussi qu'en parallèle, les prix du pétrole perdaient plus d'1 $ ce lundi à Londres après avoir bondi assez fortement vendredi après des informations contradictoires en provenance d'Ukraine. Les ravages du virus Ebola ne se limitent pas aux aspects humanitaires. Autour de cette dramatique épidémie, c'est l'ensemble des économies d'Afrique de l'Ouest qui s'apprêtent aussi à faire face à un lourd bilan. Agriculture, tourisme, matières premières, des secteurs vitaux qui sont déjà fragilisés. Mais ce n'est pas tout. Les finances publiques risquent fort d'être également mises à mal pour ces pays. FMI et Banque mondiale revoient déjà à la baisse certaines prévisions de croissance. Johanna Citruc. Ils sont déjà plus de 1000 à avoir succombé à ce virus. Ebola. L'épidémie continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Si la situation sanitaire est la priorité,
Les autorités doivent également faire face à l'impact économique de cette maladie. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont déjà revu leur croissance à la baisse. Mais c'est le cas du Nigeria qui inquiète le plus. Avec ses quelques 20 millions d'habitants, Lagos, la capitale économique nigériane, est la ville la plus peuplée d'Afrique. Pour la plupart des gens, et en particulier au Nigeria, où il fait chaud partout, si quelqu'un transpire et que je rentre en contact avec son corps, je sais que je peux attraper le virus. Donc maintenant, avant d'entrer dans le bus, nous faisons attention. Plus personne ne se presse comme avant dans les bus. Première victime de cette épidémie, les commerçants. Et tout particulièrement ceux qui vendent de la viande d'animaux sauvages, autrement dit de la viande de brousse. Un mets particulièrement apprécié au Nigeria, mais qui peut également être un vecteur de transmission du virus Ebola. Après la venue de l'homme du Libéria qui est mort, on a commencé à être touché. Et maintenant, il n'y a plus de clients et notre viande a pourri et on doit la jeter. On a dû en manger nous-mêmes et le reste, on l'a jeté. Donc oui, on est très touchés. Mais ce que redoute le plus la communauté internationale, ce sont les conséquences sur la production d'hydrocarbures. Selon l'agence de notation Moody's, l'épidémie risque fort d'affecter la main-d'œuvre locale et pousser les compagnies étrangères à évacuer leur personnel expatrié. Or, le Nigeria est le premier producteur de pétrole du continent. Pour faire face à ces répercussions économiques, le président Goodluck Jonathan a débloqué une aide de 1,9 milliard de nairas, soit près de 12 millions de dollars. Ouais, alors, est-ce vraiment suffisant? On sait que la Banque mondiale a déjà annoncé elle aussi un plan d'aide pour 200 millions de dollars. En tout cas, les équilibres budgétaires sont menacés pour plusieurs pays. Alors en ligne avec nous, Thierry Barbeau, spécialiste des économies africaines. Bonjour Thierry Barbeau. Bonjour. Merci d'être avec nous et vous diriez notamment, on le rappelle, les sites Info Afrique et Finance Afrique. Alors globalement d'abord, un mot sur l'impact économique connu aujourd'hui pour les pays les plus touchés par l'épidémie, avec en premier lieu des vols suspendus. Alors oui, tout à fait. On a même un pays d'Afrique de l'Est qui a suspendu toutes ses liaisons avec cette région de l'Afrique de l'Ouest. C'est le Kenya qui a fermé ses frontières, en tout cas par voie aérienne, avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Alors justement, au niveau des conséquences directes pour l'activité, quels sont les secteurs qui sont en première ligne? On pense au tourisme forcément, à l'agriculture aussi. Bien sûr, les tourismes de l'agriculture, qui représentent aussi une très grande part de l'économie non formelle de ces pays, donc qui touchent la population directement et directement impactée, avec toutes les femmes qui travaillent sur l'ensemble des marchés, et puis ensuite les industries minières qui représentent jusqu'à 70% du PIB de ces pays, qui font prédire une baisse d'entre 1 et 2 points de croissance annuelle. Ouais, l'industrie minière, on en parlera avec l'Afrique du Sud tout à l'heure. Il faut s'attendre, d'après vous, à des effets majeurs sur la croissance. On sait qu'au Sierra Leone, par exemple, elle a dépassé 16% l'an dernier. Cette année, ce sera plus difficile quand même. Ah oui, tout à fait. On était effectivement sur 16%. Alors, il faut savoir que par rapport à d'autres pays, par exemple européens en crise, on est sur des pays dans cette région qui partent de très bas et qui sont aujourd'hui à une croissance moyenne de 6 à 8% et qui risquent effectivement de perdre 2 points de croissance. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que, par exemple, le géant de l'acier ArcelorMittal a évacué tous ses salariés du Libéria et qu'en Sierra Leone, c'est London Mining qui a évacué aussi tout l'ensemble de ses salariés. Donc, s'il y a un effet de propagation, là, ça va devenir très dangereux pour ces économies. Ouais, avec aussi sans doute plus de déficit et aussi plus d'aide internationale sans doute. En tout cas, ce type d'événement, de drame, est-ce que, selon vous, ça suffit à refroidir l'intérêt des investisseurs pour l'ensemble du continent africain ? Alors, si jamais la propagation du virus se développe énormément, bien sûr, aujourd'hui, on est à 1 millier de morts pour une région qui est quand même colossale. On a plus de morts avec Boko Haram au Nigeria, donc qui aujourd'hui impacte directement le pays, que sur ce virus Ebola. Je pense qu'il y a aussi une guerre économique qui est en train de s'établir avec les États-Unis et le sommet USA-Afrique qui a eu lieu, où Barack Obama aimerait bien être le pays qui va fournir le vaccin ZMapp qui est en test, dont on aura les résultats
résultats mercredi. Et le Canada aussi essaye de produire un vaccin pour ce virus. Donc des traitements sont en cours. Tout le monde, je dirais, attend crispé les résultats de ces tests. Ouais, et puis le bras de fer, vous l'avez signalé, entre les États-Unis et la Chine pour l'Afrique. Alors on voit tout de même qu'il existe des disparités assez fortes entre les États africains au niveau des moyens financiers, logistiques, humains aussi pour lutter contre ce type d'épidémie. Est-ce que tout cela pourrait, selon vous, inciter finalement à une meilleure coopération, voire intégration au niveau régional, plus d'union pour au final des intérêts communs ? Alors de toute façon, c'est un des grands enjeux du développement de l'Afrique. C'est ce qui a été évoqué longtemps et qui avait été prôné même par feu Kadhafi, c'était de réunir les États d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, la coopération, elle est très difficile. Vous avez des pays qui sortent de grandes guerres civiles, Sierra Leone, Libéria, vous avez la Guinée qui est francophone, vous avez le Ghana qui est en forte croissance. On espère justement que des situations difficiles vont se transformer avec des accords communs et une meilleure globalisation et un meilleur partenariat entre ces pays. C'est à espérer. Merci Thierry Barbeau, spécialiste donc de l'Afrique. Et on salue d'ailleurs tous nos téléspectateurs en Afrique. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie de votre fidélité. Et on va rester en Afrique justement, plus au sud. Souvenez-vous, c'était en août 2012, plus d'une trentaine de mineurs étaient abattus par la police sud-africaine au cours d'une grève illégale. C'était à Marikana. Commençait alors un bras de fer interminable entre les mineurs et les exploitants de Platinium, secteur clé pour l'économie locale. Et aujourd'hui, les grèves ont cessé, mais les revendications des travailleurs pour de meilleurs salaires ont-elles été entendues ? Le point avec Anthony Lesme. Des milliers de mineurs se sont réunis samedi à Marikana. Ils ont commémoré le double anniversaire de l'assassinat de 47 travailleurs tués par la police lors de manifestations. 34 furent assassinés en un seul jour. Le rassemblement prend place sur une colline près du lieu de la fusillade, transformé pour l'occasion en un monument aux morts. Le massacre a été filmé et largement diffusé à travers le monde. Les images des reportages montraient que beaucoup d'entre eux avaient été abattus dans le dos, rappelant les bavures policières lors de l'apartheid. Pendant ce mémorial, des questions politico-économiques furent abordées. Le gouvernement de l'ANC a supprimé le soutien aux familles. Nous voulons un gouvernement qui nous offre du soutien et pas qui nous le retire. Les grévistes exigeaient une augmentation de leur salaire qui fut réévaluée de 22%. Et après un petit paiement unique, ils retournèrent au travail. Les mineurs sud-africains vivent dans des conditions difficiles et considèrent qu'ils n'ont pas un salaire décent. En début d'année, une longue grève de 5 mois a eu lieu dans laquelle les mineurs ont exigé le double de ce qu'ils reçoivent. Au final, les mineurs ont obtenu d'être augmentés de 20% par an, mais la grève a coûté 2,25 milliards de dollars à l'industrie sud-africaine. En termes de travail, c'est toujours le même travail. En termes de vie, regardez, c'est toujours ces mêmes cabanes. Vous voyez que rien n'a changé. Nous vivons toujours dans la pauvreté. Le secteur minier est encore sous tension en Afrique du Sud et dépasse bien le cadre des salaires. Toute la lumière n'a pas encore été faite sur les différents meurtres de la police. Une enquête judiciaire est toujours en cours. Un sombre épisode de la vie socio-économique en Afrique du Sud. Et on passe au Media Watch. Et la revue de presse avec Johanna Citruc, un anniversaire à la une, les 10 ans déjà des JO d'Athènes. Bonjour Johanna. Bonjour David. Alors entre 2004 et aujourd'hui, le décor, les sites des JO, tout cela a bien changé quand même. Effectivement, donc les JO d'Athènes se sont déroulés du 13 au 29 août 2004, mais aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, les sites olympiques sont complètement abandonnés, comme vous pouvez le voir sur ces photos à l'écran. La Grèce n'a en fait pas réussi à optimiser ses investissements, des investissements pourtant conséquents, car en tout, l'organisation des Jeux aurait coûté à la Grèce 11 milliards d'euros selon les chiffres officiels et 20 milliards selon des estimations indépendantes, alors que le budget initial était de 4,6 milliards d'euros. Et par ailleurs, selon de nombreux économistes, tout cet argent dépensé pour les Jeux olympiques aurait participé à l'aggravation du déficit budgétaire, un déficit qui était de 3,7% en 2002 et qui est passé à 7,5% en 2004, donc l'année de la compétition. Ouais, la rentabilité des JO, un problème assez récurrent. Alors autre chose, Johanna, on s'intéresse à un marché en plein essor, celui de la location de vêtements de luxe. Oui, effectivement, comme l'explique le quotidien français Le Figaro, acheter des vêtements de luxe pour des événements importants, ça peut coûter très cher, surtout qu'en général, on ne les porte qu'une ou deux fois, donc l'investissement n'est pas très rentable. Et résultat, il y a de plus en plus de sites qui proposent de louer des vêtements haut de gamme qui fleurissent sur la toile. Quelques exemples, justement. Oui, effectivement, il y a par exemple Ma Bonne Amie, qui est un site assez classique qui propose de louer des robes et des smokings de grandes marques. Il y a plus original Rent the Runway, avec
Avec un abonnement de 75 $ par mois, les clientes peuvent emprunter des accessoires réalisés par des grands créateurs. Et puis il y a aussi Graines de Coton qui propose de louer des robes de mariée. Il faut savoir que neuf, une robe de mariée peut coûter plusieurs milliers d'euros. Donc voilà les 3 exemples que le Figaro a choisi de mettre en avant, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui le marché du luxe d'occasion, qui comprend donc à la fois les ventes et les locations, est estimé à environ 3 milliards d'euros et 15 si on prend en compte les montres et les bijoux, mais on est encore bien loin du marché du luxe neuf qui lui est évalué à 217 milliards d'euros pour 2013. Un marché un peu moins accessible. Et puis on termine avec l'entreprise britannique Boomf qui vient de lever $1 million. De livres, pardon. De livres, oui. 9 mois après son lancement, donc l'entreprise Boomf, qui est créée par James Middleton, qui n'est autre que le frère de la princesse Kate Middleton, a levé plus d'1 200 000 euros. Mais que fait exactement cette entreprise? En fait, elle imprime des photos sur des marshmallows. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Et merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Il sera question notamment de l'Arabie Saoudite qui s'apprête à ouvrir ses marchés financiers aux investisseurs étrangers. Et en attendant, l'info continue. Restez avec nous.